Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. L'émission d'aujourd'hui traitera d'une autre activité que le musée offre à sa clientèle scolaire cette fois-ci, soit les activités que l'on appelle musée à l'école. Ces activités-là, en fait, c'est un animateur qui se promène dans les écoles et il va donner des activités sur les roches et les minéraux. Cet animateur-là, c'est M. Mario Corneau qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mario. Rebonjour Geneviève. Alors, on peut dire, Mario, que tu es vraiment un spécialiste en minéralogie. Est-ce que tu as une formation dans ce domaine-là? Non, j'ai aucune formation. C'est une question de passion, c'est une question de jeunesse. Là, et, tout jeune, je m'intéressais aux roches et plus tard les minéraux. Et cette passion-là a toujours grandi. OK, donc c'est vraiment cette passion-là qui t'amène à aller dans les écoles, discuter de ça avec les élèves. Exact. OK. Comment ça a débuté, cette passion-là, au départ? C'est vers l'âge de 8 ans. Comme tout jeune homme, puis jeune demoiselle, les roches, soit de par leur forme ou non de par leur couleur, nous attirent. Fait que moi, j'ai pas fait exception. Mais mon premier caillou que j'ai trouvé, c'est une roche en forme de cœur. Fait que je trouvais ça drôle que la nature ait sculpté une roche en forme de cœur. Je me suis aperçu aussi que, c'est des formes qu'on leur prête, en fait. Et j'avais une collection de minéraux comme ça, de roches, avec des formes que je leur prêtais. Et plus tard, j'ai mis la main sur un livre. Et c'est ça qui a fait le déclencheur. Un livre, là, c'est la classe roches et minéraux. C'est OK. comme ça que ça a commencé, là, oui. Donc, tu t'es mis à regarder dans le livre, essayer d'identifier... Oui, le premier minéraux que j'ai vu intéressant, c'est un livre qui avait été écrit en Europe. Et le premier minéraux qui a été déclencheur, c'est une analcime qui venait du Mont-Saint-Hilaire. Une analcime. Mm-hmm. De quelle couleur c'est, ça? Ah, ça ressemble un petit peu à une balle de golf. OK? C'est blanc. Oui. Très beau minéraux, d'ailleurs. Donc, ça a été vraiment ton premier... C'est une pièce que tu as trouvée? Non, c'est une pièce qui... Non, je dirais, c'est les photos qu'on montrait dans la classe et c'est vraiment le minéral qui a été déclencheur. Moi, je me suis dit, bien, si ça existe, je vais aller en chercher. Fait que j'ai commencé par la région de Thetford, ici, dans les Alpes, à ramasser des serpentines. C'est comme ça que j'ai commencé. Ma première pièce intéressante, je l'ai trouvée, toute première, je l'ai trouvée au Nouveau-Brunswick. C'était une Smithsonite. OK. Puis, ça date de là, 35 ans environ. Et c'est là que ça a commencé, là, tout le cheminement, aller jusqu'à aujourd'hui, puis que je continue encore à collectionner. Donc, tu as fait le tour de plusieurs mines comme ça. Tu as fait le tour de la région. Est-ce que tu as été ailleurs aussi? Oui, j'ai fait 9 provinces canadiennes que je suis allé chercher des minéraux. Bon, il reste Terre-Neuve, mais Terre-Neuve, entre guillemets, on m'a toujours dit que c'était rien qu'un île sur un amas de roches. Mais je veux dire, ça m'intéresserait quand même aller faire un tour, aller chercher quelque chose. Oui. J'ai des minéraux que j'ai ramassés de toutes les provinces. J'ai fait 3 États américains. Mais tout ça la lecture que j'ai toujours continué à faire pour tout le temps apprendre puis, sur la minéralogie m'a appris en fait qu'au Québec, on est très choyé versus les minéraux et leurs variétés. Ça fait que je me suis concentré depuis plusieurs années surtout à voir le patrimoine minéralogique du Québec, à protéger les sites. Et bon, il y a comme le Mont-Saint-Hilaire, ces minéraux-là sont détruits, en fait, pour mettre dans l'asphalte et le ciment. Fait que, en fait, les minéraux que tu y recueilles, c'est des minéraux que tu sauves du concassage. OK. Et tu as pu comparer la qualité de minéraux qu'on a au Québec. Est-ce que c'est parce que tu as voyagé ailleurs dans le monde aussi pour aller voir ce qu'il y avait là-bas? Non, j'ai pas voyagé dans le monde. Par contre, j'avais commencé une collection de minéraux d'un peu partout dans le monde. Tout ça pour te dire qu'on est très choyé pour la qualité des minéraux qu'on retrouve au Québec. OK. Donc, tu as visité ces divers endroits-là aux États-Unis, au Canada, pour te concentrer finalement au Québec. Est-ce que tu as dû bâtir une collection tout à fait phénoménale à force de faire des voyages comme ça? Oui. En 2002, chez moi, dans mon salon, j'avais 2700 minéraux. Fait que pas besoin de te dire que c'est pas la télévision qui primait dans mon salon. C'était des armoires là, qui partaient du plancher aller jusqu'au plafond. Puis 2700 minéraux, ça s'entasse
assez qu'à un moment donné, j'avais plus de minéraux que le présentoir pouvait contenir. Fait que c'était vraiment plus esthétique, parce que c'est une collection, c'est beau, mais il faut que ça soit aussi esthétique pour l'œil. Ça fait que j'ai eu une solution à mon problème, c'est que je me suis départi de ma collection et j'ai donné mes plus beaux spécimens à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi. OK. Pourquoi avoir choisi cette université-là? C'est, de un, l'université forme des géologues. Deux, l'université n'avait pas de collection de minéraux. Et pour un point aussi qui est quand même assez intéressant, c'est que je suis natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Est-ce que tu avais des critères qu'ils devaient respecter par rapport à ta collection? Bon, c'est certain que moi, je leur ai demandé là, un paquet de petites choses là, qui a été accepté. De par la qualité et le nombre de minéraux que j'ai donné à l'UQAC, ça l'a formé, ça l'a créé un musée. Après ça, moi, je leur demandais un paquet de choses. Je voulais que ça soit ouvert là, au grand public. Je ne voulais pas que ça soit là, retrouvé dans une salle barrée puis qu'il fallait trouver la personne pour débarrer ou attendre qu'elle revienne de vacances. En tout cas, ce genre d'histoire-là, tout le monde connaît ça. Ça fait que je voulais que ça soit accessible au plus grand nombre de jours et d'heures aux personnes. Et ça s'est réalisé. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui. Alors, on ne peut pas parler de meilleur accès que ça. Exact. Et tu ne voulais pas aussi qu'il y ait un livre de publié? Oui. Par rapport Bon, à juste ça? avant, j'aimerais mentionner aussi que c'est gratuit pour visiter OK. le dit musée. Et je leur ai demandé aussi qu'on en fasse un livre, parce qu'il n'y a pas grand écrit qui a été fait par soit le ministère ou des scientifiques sur la minéralogie du Québec. Si on parlait juste du ministère Mines et Ressources, il y a un petit livre qui a été fait sur 14 ou 15 minéraux sur l'ensemble du territoire québécois. Ça fait que c'est vraiment ridicule. Par contre, on a des livres, des beaux écrits qui ont été faits sur le Mont-Saint-Hilaire, mais bien souvent sur des Américains ou, encore là, des écrits qui ont été faits par l'Europe. Ça fait que j'ai demandé qu'on en fasse un livre. Bon, on m'a répondu « Es-tu fou? » Je suis arrivé avec un paquet d'arguments que je viens de mentionner et le livre a été fait. Ça a pris 3 ans pour le faire. Je fais partie des 4 personnes qui ont eu à corriger le manuscrit. Et j'aimerais te le présenter, Geneviève. C'est le guide d'identification des minéraux. Donc, un oui? livre québécois made in Québec avec des minéraux du Québec. Exact. OK. Exact. Il y a quelques minéraux seulement qui viennent de l'extérieur, pour montrer aussi qu'est-ce qui se fait. Il y a un chapitre qui a été fait par Pierre Hudon, qui est un spécialiste des météorites. Ce monsieur-là a déjà travaillé pour la NASA. Fait que comment trouver et comment identifier les météorites. Et juste pour feuilleter un petit peu, OK, je vais te le mettre à l'endroit. Fait que tu vois que les photos ont été prises par un photographe professionnel. Donc, c'est les minéraux de ta collection, ça, que Pour la plupart, à 95 là, c'est les minéraux, c'est une partie des minéraux de ma collection qui s'y retrouvent. Et juste une petite nouvelle de mon livre, bon, je l'appelle mon livre, c'est que c'est un best-seller. OK. Donc, il s'est vendu Il s'est vendu très, très, très bien, puis il s'est vendu quelques centaines de copies en Europe. Ah oui? Oui. Donc, on peut vraiment qualifier ça de succès. Exact. OK. Exact. Maintenant, Mario, toute cette passion-là sur les minéraux, qui t'a amené à faire créer ce petit musée-là, à faire un livre, maintenant, tu transposes cette passion-là aux élèves. Parce qu'on sait que le programme scolaire, tant au primaire qu'au secondaire, va toucher la minéralogie, la géologie. Donc, toi, tu vas dans les écoles pour donner des ateliers. Oui, exact. C'est bien ça? Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 15 ans que je le fais. Que je donne des ateliers dans les écoles, et ça fait 9 ans que je le fais pour le musée de Tête-Forme-Main. OK. Donc, au début, c'était autonome, et maintenant, tu es affilié au musée. Exact. Pour le faire. OK. Et comment ça se déroule, une journée type, disons? Autant au primaire qu'au secondaire, parce que ça s'adresse au primaire et au secondaire. Au primaire, ça se passe que j'ai la même classe toute la journée. Ça, c'est l'idéal, la formule idéale. Le jeune 4e année
a besoin de savoir qu'est-ce qu'une roche et qu'est-ce qu'un minéral. Fait que on y va tranquillement, de la manière que la roche se forme, aller jusqu'aux minéraux. Et aussi, à quoi que ça sert, on les retrouve où dans notre quotidien. Tandis qu'au secondaire, ben, j'ai moins de temps à louer. Fait que ça va un petit peu de par leurs questions et je mets beaucoup d'informations, le plus possible d'informations sur la question qui m'est demandée. Ça s'adresse surtout au secondaire 2. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas les autres niveaux, mais ça s'adresse surtout au secondaire 2 et ça dure une période. Et tous les groupes que je rencontre au secondaire 2, on voit aussi, on termine l'atelier de par la radioactivité et la fluorescence. OK. Tu parlais au primaire que c'était la 4e année. Est-ce que c'est surtout ce niveau-là que tu vois ou tu peux voir de n'importe quel niveau? Ça va, en fait, là, ça va de la maternelle aller jusqu'au secondaire 2. OK. OK. Donc, c'est toujours par rapport au programme scolaire, c'est exact, ça? Exact. Bon. Alors, tu nous as dit que tu voyais la différence fondamentale entre une roche et un minéral. Tu as parlé aussi de fluorescence, radioactivité. Ce sont des propriétés particulières des roches, des minéraux. Donc, tu vois un peu l'éventail de propriétés que peuvent avoir. L'atelier se déroule toujours autour des propriétés des minéraux. C'est ce qui les rend magnifiques, en fait. C'est de savoir, oui, ce minéral-là, on l'a dans notre quotidien, on l'intègre dans notre quotidien pour une de ses propriétés, ou bien, bon, je te donne un exemple, le quartz. Okay? La simple petite roche blanche qu'on trouve à terre, eh bien, on l'utilise dans notre quotidien pour plus de 1300 utilisations. Ah oui. Ça va là, de la vitre, en passant par le silicone, et, bon, ou les puces de silicium dans les ordinateurs, et il ne faudrait pas oublier nos montres. Les montres au quartz. Oui. Donc, c'est d'un peu de présenter ça aux élèves pour qu'ils réalisent à quel point les roches et les minéraux les entourent. Tout à fait. OK. On qualifie aussi ces ateliers-là d'éveil aux sciences de la Terre. Est-ce que ça veut dire que tu ne parles pas juste des roches et des minéraux, tu vas un petit peu plus loin aussi? Oui. Bon, qu'est-ce qui intéresse le jeune en 4e année? C'est un peu les séismes, que ce soit tremblement de terre, les tsunamis ou, bien non, les volcans. Fait que je touche à tout ça. Donc, ça y va par rapport aux intérêts des jeunes. Oui, puis il ne faut pas oublier que sans, je veux dire, les minéraux, bien, c'est autant, je veux dire, les tsunamis, les volcans, les tremblements de terre. Fait que toujours les minéraux sont toujours reliés à ça. Parce que c'est les sciences de la Terre, hein? C'est exact. La croûte c'est terrestre. Des mouvements de la croûte, c'est des mouvements de la croûte terrestre, la géologie, la minéralogie, le volcanisme. Fait que oui, ça regroupe toutes ces sciences. On peut dire aussi que c'est un éveil aux sciences, mais aussi une façon de redorer un peu l'image de la géologie, parce que, bon, pour la plupart des gens, monsieur, madame, tout le monde, pour eux, une pierre, une roche, c'est quelque chose qui est inerte, qui est fade, alors qu'en réalité, quand on se met à penser, à aller plus loin dans ces sciences-là, on se rend compte que c'est extrêmement vivant. Oui, et ça va plus loin que ça. Moi, je dirais même jusqu'à dire qu'une roche, ça parle. Pas dans le sens qu'on l'entend à notre oreille, mais dans le sens que, prenons une roche sédimentaire avec des fossiles, bien, on est capable de la dater. Fait que tu vois, de par sa composition, elle nous dit, OK, son identification, elle nous dit son âge. Tu as toute l'histoire du fossile qui s'est pris dans les sédiments. Fait que tu vois que les roches peuvent nous donner énormément d'informations sur notre passé. Bien, ça va même beaucoup plus loin que ça, dans le sens où on connaît maintenant aujourd'hui l'âge de la Terre, 4,6 milliards d'années. Il n'y a pas personne qui était là à cette époque-là pour nous dire cet âge-là. Donc, c'est vraiment en lisant les roches, entre guillemets, en lisant les roches qu'on est arrivé à lire l'histoire de la Terre. Exact, tout à fait. Donc, c'est un peu le but de tes ateliers, finalement, de faire réaliser aux jeunes que les roches, même si à l'échelle humaine, on ne les voit pas bouger, que la vie est inscrite dans ces pierres-là. Oui, et il ne faut pas oublier non plus que, comme Hubert Reeves le dit très bien, nous sommes poussière d'étoiles. Autrement dit, on a les mêmes composantes chimiques que les roches et les minéraux. Mm-hmm. Alors, Mario, quand tu vas dans les écoles, comment ça se déroule? Est-ce que les professeurs des écoles vont te fournir les roches, les minéraux dont tu vas parler?
OK. Non, les écoles là, ils vont m'attendre, ils vont préparer le local. J'ai besoin de 3 à 4 grandes tables pour, justement, là, y mettre mon matériel. Je fournis mon propre matériel pour les écoles, les démonstrations, les ateliers. OK, donc tu arrives avec ta collection. Bien, c'est pas la même collection que celle que tu as donnée à l'UQAC, c'est une autre collection que tu as? C'est des minéraux que j'ai retirés de ma collection. OK, avant de la donner. Exact. OK, donc Exact. tu conserves cette collection-là, tu l'amènes avec toi dans les écoles. Oui. Et est-ce que tu vas amener autre chose aussi, des outils pour faire des expériences de fluorescence? On ne fait pas ça avec une lumière ordinaire. Exact. J'emmène un compteur Geiger, j'emmène une lampe ultraviolet, onde courte, onde longue, parce qu'il y a des minéraux qui répondent aux deux ou différemment. J'emmène, des fois on me demande c'est quoi les outils, Mario, que tu as besoin pour aller sur le terrain. Fait que je montre les outils, je montre le côté sécuritaire aussi. Fait que ça englobe, là, je suis vraiment prêt là, à répondre à tout ce qui concerne là, la minéralogie. OK. Donc, l'école, comment l'école doit procéder? Je crois qu'elle doit appeler au musée, premièrement, pour réserver une date. Exact. Si c'est disponible toujours. Exact. Et ensuite, toi, tu te rends dans l'école le Oui. matin même. Moi, je me monte un agenda. OK? On s'organise aussi pour pas... je garde toujours le lien avec le musée pour pas croiser 2 dates en même temps. C'est des choses qu'on essaie d'éviter le plus possible. Et c'est ça, le musée a mon agenda, moi j'ai mon agenda. Et je vais dans les villes, dans les écoles où est-ce qu'ils en ont fait la demande. OK. Donc, l'école doit préparer son local avant que tu arrives. De quel genre de local tu as besoin? Je demande un local qui... Bon, ça peut être un local pour les sciences. Et je demande aussi que ça soit, les lumières, les fenêtres là, soient fermées, bouchées là, le plus possible pour y faire entrer le moins de lumière possible pour mettre en évidence la fluorescence. Si on n'a pas de local qu'on peut me prêter, bien souvent, on va se retirer de la classe pour aller soit dans bien souvent, ça se fait dans la chambre, on se débrouille, hein, on y va avec les moyens du bord. Ça peut se faire autant dans la chambre de fournaise. Ah oui. Puis des fois, même dans la salle de bain. Tu sais, un endroit là, où est-ce qu'on est capable de faire le noir pour mettre ça le plus spectaculaire. Moi, je ne veux pas arriver avec le jeune puis dire, bon, imagine, là, regarde, il fait trop clair dans la classe, on ne peut pas faire le plus noir que ça, là, mais imagine que ça serait encore plus beau que ça. Fait que j'essaie d'éviter le plus possible. Le jeune, lui, a besoin de voir. Un adulte, lui, il est capable d'imaginer qu'est-ce que ça peut être, mais le jeune, lui, a besoin de toucher et de voir. OK. Donc, c'est un peu ça, les ateliers, tu leur fais faire des expériences de manipulation, des choses. Exact. Okay. Exact. Tu parlais tout à l'heure d'un compteur Geiger. C'est quoi ça? C'est un appareil qui capte les rayons pour les minéraux radioactifs, les rayons bêta, gamma et les rayons X. Ah, OK. Donc, oui. Le compteur va mesurer le taux de radioactivité d'un minéral. Exact. Puis, comme matériel, pour leur montrer aussi que la radioactivité, bien, on s'en sert dans notre quotidien, je me promène aussi avec un détecteur de fumée, parce qu'à l'intérieur, il y a une petite matière radioactive, de l'amercium 241. Ça fait que je fais la démonstration là, de ce minéral-là et le pourquoi que ça fonctionne ainsi dans un détecteur de fumée. OK. Donc, c'est pas juste de présenter les roches, les minéraux, leurs propriétés, mais c'est toujours de mettre ça en relation avec la vie de tous les jours aussi. Exact. Toujours. Okay. Très intéressant comme atelier. C'est quoi les périodes les plus achalandées de l'année? Je te dirais fin septembre, octobre, novembre. Ça, c'est une grosse période. Je suis en plein dedans. Ensuite, là, bon, il y a une petite baisse décembre, janvier, février. C'est le deuxième stade là, des écoles, là, c'est les examens. Ensuite, ça reprend après les fêtes et pour donner un dernier boom à l'automne. Au printemps. Au printemps, excuse-moi, au printemps, oui. OK. Et est-ce que c'est juste les écoles aux alentours du musée que tu fais ou tu peux vraiment aller plus loin? Non, non, non. Toute école qui en fait la demande, je me rends, là, comme un rendez-vous, je me rends. Ça va aussi loin, écoute, la semaine prochaine, je m'en vais à Gatineau. Ça peut être dans la région ou dans Montréal. Ça peut être aussi, là, bon, je fais Trois-Rivières. Je suis monté jusqu'à pas tellement loin de Matane, le Lac-Saint-Jean, le Saguenay. Ensuite, beaucoup Rivière-du-Loup. J'ai aussi loin là, que Fermont. Je suis allé 3 fois à Fermont. Oui, on a fait 3 fois la demande et je suis allé à Fermont. OK. Et tu y vas par avion à ce moment-là? Non, j'y vais toujours avec ma voiture. Okay. Donc, on disait tout à l'heure que les professeurs qui sont intéressés à avoir un atelier comme ça appellent au musée pour réserver une date.
Ensuite, tu te rends dans les écoles comme ça. Quels sont les coûts pour une école qui serait intéressée à avoir un atelier? Pour une journée complète, c'est 185 taxes comprises. Ensuite, il y a le kilométrage. C'est 46 sous du kilomètre. À partir de ta résidence? À partir de ma résidence, aller à l'école. OK. Et retour. Les écoles qui sont très loin, comme à Fermont, tu ne fais pas l'aller-retour dans une journée? Comment est-ce que tu procèdes à ce moment-là? Pour Fermont, c'est vraiment particulier. On me donne 2 jours pour me rendre, OK, parce que c'est pas à la porte à côté. Et je donne mes ateliers qui durent 2 à 3 jours là-bas. Ensuite, je fais le retour. Fait que c'est une semaine complète. OK. Mais une école qui est moins loin, comme admettons à Montréal, tu peux quand même pas faire ça, partir le matin, donner l'atelier en arrivant à Montréal et faire ta journée, repartir le soir. Comment est-ce que les écoles procèdent à ce moment-là? OK. Tout dépend. Bon, d'une école à l'autre, c'est différent, on s'ajuste. Parce qu'il y a des écoles au secondaire qui commencent à 9h15, 9h30. OK? Ça fait que là, je peux partir de chez moi, 5h30, 6h le matin. Mais il y a des écoles au secondaire qui commencent très tôt, 8h. Fait que dans ce temps-là, quand c'est loin, je demande l'hébergement la veille. OK. Donc, tu couches à l'hôtel le soir, comme ça, tes frais est dispo pour l'atelier le exact. matin. Tout à fait. Est-ce que des écoles, ça arrive que des écoles prennent plus qu'une journée d'atelier, admettons? Oui. Il y a des écoles, là, ça tourne souvent autour là, de 2 à 3 jours dans la même école. Vois-tu, comme à Montréal, pour la même école, pour nommer qu'elle, Henri Bourassa, j'y vais en 2 coups. Un coup de 3 jours et un autre que je retourne 2 à 3 semaines plus tard. C'est 2 autres journées. À ce moment-là, est-ce que c'est toujours le même groupe que tu vois? Non, c'est toujours des groupes différents. Bon, Henri Bourassa, c'est une grosse école. Ça fait que c'est environ 4 groupes que je vois par jour. Des fois, pour voir tout le monde dans l'école, on va rajouter je peux donner un atelier à 2 classes ensemble ou des fois même plus. OK, donc la durée de temps que tu passes à l'école va vraiment dépendre du nombre d'élèves à voir, c'est exact. Ça? OK. Et est-ce que... quel est le type de clientèle que tu préfères faire entre les deux doivent avoir des intérêts, mais entre le primaire et le secondaire, lequel... Bon, et je donne toujours la même qualité, c'est-à-dire là, 110 de moi-même, parce que, c'est pas un travail, c'est une passion. Autant que j'ai du plaisir à aller sur le terrain, j'ai du plaisir, OK, de donner de l'information. Mais c'est certain que dans tout ça, il y a quelque chose que je préfère, c'est le secondaire. Je ne veux pas dire que je desserre moins le primaire, mais au secondaire, c'est les questions qui sont plus poussées. Puis ça, j'adore. Tu sais, c'est un petit peu là, comme... ça devient un jeu passionnant avec le jeune que, ça, c'est une bonne question. Puis là, il en redemande. Fait que là, je donne beaucoup d'informations. Tandis qu'au jeune, le jeune, lui, c'est plus l'émerveillement. Fait que c'est pas que je m'ennuie dans ça du tout, mais c'est plus répétitif. Okay. C'est un petit peu toujours les mêmes questions qui reviennent. Fait que je donne les réponses avec autant de plaisir, mais au secondaire, des fois, là, il y en a qui me surprennent. Leur stade de développement étant ce qu'il est, au secondaire, le jeune est plus développé, donc il pousse un peu plus loin sa réflexion. Oui, puis tu as déjà des collectionneurs au secondaire, puis là, on m'arrive avec les formules chimiques, on m'arrive avec des choses là, que des fois, ça m'étonne. Ça fait que je trouve ça passionnant. Le jeune collectionne, mais parce qu'il trouve ça beau. Okay. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Fait que là, ça me fait plaisir de lui donner, mais là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de notions. Fait que tu ne peux pas aller plus vite que ce que le jeune sait déjà. Il faut savoir, tranquillement. Des fois, on a envie d'en donner tout plein, mais il faut savoir s'arrêter aux plus jeunes. Ce qui arrive, c'est que je suis seulement de passage. C'est pas comme dans les camps d'été, que j'ai toute une semaine, puis là, je peux, avec chaque enfant, je peux... développer plus. Tandis que là, je suis vraiment de passage. Fait que j'aimerais en donner plus, mais je suis limité par le temps. OK. Et justement, parlant de temps, tu disais tout à l'heure que l'idéal avec le primaire, c'était une journée complète. Tu peux faire une journée complète avec les mêmes jeunes, puis parler de sujets différents tout le long? Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus au primaire, c'est que les écoles qui me donnent le temps de faire un atelier toute la journée avec le même groupe, ça, c'est merveilleux. Parce que là, dans ma tête à moi, c'est que j'ai livré la marchandise.
Là, je sais que quand que je pars de l'école, je sais que le jeune est capable de faire la différence entre une roche et un minéral et qu'est-ce qui forme les roches et qu'est-ce qui forme les minéraux. Ça arrive une fois de temps en temps que je vais avoir un groupe au primaire seulement l'avant-midi puis un autre groupe l'après-midi. Ça, c'est trop condensé. Mais je m'ajuste avec ce que les professeurs me demandent et j'essaie de donner le meilleur de mes connaissances à la demande qu'on me propose. Depuis nombreuses années que tu fais ces ateliers-là, une quinzaine d'années, comme tu nous disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des anecdotes qui sont arrivées durant ces années-là que tu pourrais nous livrer? Tu parles des anecdotes là, qui sont faites en classe ou sur la route, étant donné que veux pas pour aller aux quatre coins du Québec comme ça, tu fais quand même beaucoup de routes. Des anecdotes comme ça que tu pourrais nous raconter. Une chose que je garde en mémoire depuis quelques années déjà, c'est qu'on parlait de la fluorescence. Et je choisis une petite demoiselle dans la classe qui, avait les cheveux pâles, très, très blond. Et j'ai dit, ça va faire un beau spécimen parce que, nos cheveux sont fluorescents. Nous, on a une pigmentation, on ne les voit pas, mais nos cheveux sont fluorescents, nos dents, nos ongles, nos os. Et fait que je demande à la petite demoiselle, ça veut bien prêter au jeu. Et je suis arrivé, par hasard, sur une petite demoiselle, quand on a fait la noirceur, qu'on a mis la lampe UV, sur une demoiselle qui était albinos. Ah oui? Oui. Fait qu'au grand émerveillement de tout le monde, on a tout un petit duvet, un petit poil sur la peau. Fait que ça faisait vraiment, là, genre, un petit peu, là, un spectre un peu fantomatique. Ça a été là, super, ça a très bien passé, là, mais ça a été extraordinaire comme expérience, ça. Ensuite, une anecdote sur la route, à Fermont. À Fermont, j'y vais pour la semaine des mines qui se déroule fin avril. Et j'étais sur mon point de départ et à la Manique, on a été arrêté par les camionneurs parce qu'on ne pouvait plus passer. Le ministère de la Route avait interdit les camions, mais les autos pouvaient passer. Ça fait que les camionneurs ont dit non. Si les voitures passent, on passe aussi. Ça fait qu'ils ont barré la route, fait que j'ai été pris là une journée de plus. Alors, c'est des anecdotes comme ça qui te sont arrivées durant ces 15 années, en espérant que tu puisses en vivre d'autres anecdotes comme ça en allant visiter plein d'autres écoles dans les années à venir. C'est vraiment un service qui est très, très intéressant pour les écoles. Alors, on invite les professeurs intéressés à appeler au musée pour s'informer davantage sur ce service-là qui est offert à la population. Alors, merci beaucoup, Mario, d'être venu nous voir. Plaisir, Geneviève. C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse.